Salut mon petit pote, aujourd'hui je vais te parler de l'affaire Seznec, donc reste branché, c'est Mad et t'es bien sur la chaîne du passionniste. Salut mes petits passionnistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'affaire Seznec. C'est une affaire judiciaire rocambolesque qui a secoué la France jusqu'à aujourd'hui, en fait on en parle encore aujourd'hui. Mais avant toute chose je voulais dire bienvenue aux nouveaux, donc vous pouvez vous abonner si c'est pas fait. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes, enfin de plus en plus de monde qui regardait les vidéos mais qui n'étaient pas abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'affaire Seznec. L'affaire Seznec c'est une affaire rocambolesque en fait qui a secoué la France pendant tout le XXe siècle jusqu'à aujourd'hui presque. Elle va bientôt avoir 100 ans, donc ça a commencé en 1923 et jusqu'à aujourd'hui on sait toujours pas ce qui s'est passé. Toujours est-il que dans cette affaire il y a une disparition, il y a une personne qui est partie au bagne pendant 24 ans et je vais vous en parler tout de suite. Let's go. Guillaume Seznec sera-t-il un jour réhabilité? Cet homme a fait 24 ans de bagne pour un meurtre. 64 ans après, l'affaire Seznec rebondit. Seznec, qui est 95 décédé ans de rebondissement, 9 demandes de procès en révision, toutes rejetées pour l'affaire judiciaire sans doute la plus marquante. C'est l'énigme criminelle du siècle passé et elle pourrait donc être rejugée. C'est aussi l'ouverture d'une enquête par le parquet de Chartres après les révélations d'RMC dans l'affaire Seznec hier. Témoignage inédit d'une femme, Cécilia Morand, qui affirme connaître le véritable meurtrier de Pierre de nos Quémeneur. révélations sur l'affaire Seznec. Vous le savez, selon Cécilia Morand, 85 ans, son père aurait C'est aidé ainsi un qu'un deuxième ossement a pu être découvert. Selon le procureur de la République de Brest, il s'agirait de l'extrémité supérieure d'un fémur, celui découvert hier étant l'extrémité inférieure. Alors, Guillaume Seznec, il est né en 1878 dans un petit village du Finistère qui s'appelle Plomodierne. Il est issu d'une famille de fermiers. Donc ses parents voulaient qu'il rentre dans les ordres, qu'il devienne prêtre, mais lui il avait d'autres ambitions et il voulait surtout pas reprendre la ferme de ses parents plus tard. Donc dans un premier temps, il va ouvrir une affaire de vélo, puis il va se marier avec une fille de son village, donc Marie-Jeanne Marc, et ils vont avoir 4 enfants par la suite. Marie, Guillaume, Albert et Jeanne. Puis un jour il se dit qu'il ferait beaucoup plus d'argent en montant une blanchisserie. Donc il part avec toute sa famille s'installer à Brest, près d'une garnison où il va laver principalement le linge de l'armée américaine. Alors il va pas pouvoir faire la guerre 14-18 parce que par malchance en fait il y a un incendie qui va se déclencher dans sa blanchisserie et donc chez lui quelques heures seulement après la naissance de son premier enfant. Donc il va réussir à sauver sa femme et son enfant, mais en retournant dans la maison chercher des papiers, il y a un bidon d'essence qui va exploser et qui va le brûler en fait au visage et sur les mains, ce qui va lui laisser des cicatrices et des marques à vie et ça va jouer aussi un petit peu sur l'histoire. Toutefois, il sera volontaire à la poudrerie de l'île d'Ouessant pendant 1 an, avant de rentrer chez lui et de reprendre ses affaires de blanchisserie que Marie-Jeanne avait continué à faire tourner. Peu de temps après, la garnison se déplace à Morlaix et c'est donc en toute logique qu'il part s'installer aussi à Morlaix. Pendant un temps, les affaires sont bonnes et il gagne pas mal d'argent payé en dollars or par les soldats américains du coup. Il décide ensuite d'ouvrir une scierie à Traon-en-Velin à côté de Morlaix et c'est à ce moment-là en fait qu'il va faire la rencontre de Pierre Quémeneur. Pierre Quémeneur, il est né lui en 1877, donc les deux hommes ont à peu près le même âge. Pierre Quémeneur, c'est un entrepreneur, un homme politique local et surtout le conseiller général du Finistère. Célibataire endurci, il a pour réputation d'être un petit peu magouilleur, on va dire. Il va commencer par ouvrir un petit bistrot dans un petit village et très vite il va se rendre compte que c'est pas comme ça qu'il allait devenir riche. Donc il va ouvrir une entreprise de poteaux de mine. Donc poteaux de mine, c'est des poteaux pour faire des mines. Et la guerre arrivant, en fait, c'est un secteur qui va se mettre à exploser parce qu'à l'époque, dans les guerres, il y avait les tranchées, donc ils avaient besoin de poteaux de mine. Donc en fait, il va faire fortune, tout simplement. On dit même qu'il aurait gagné à la sortie de la guerre, qu'il aurait un patrimoine de 2 millions de francs. Donc les affaires marchent bien et il fait partir des bateaux du Havre en direction de la Belgique, l'Angleterre et même jusqu'aux États-Unis. Loin d'être les seuls à cette époque, vous avez compris que les deux compères ont un petit peu profité de la guerre pour pouvoir s'enrichir, surtout Quémeneur. Mais Seznec, il est pas en reste dans tout ça parce que lui aussi, à un moment donné, il aurait racheté des milliers de couvertures américaines pour les revendre et se gratter un petit billet. Et c'est ça qui nous emmène au trafic de Cadillac.
Alors, après la guerre, les Américains sont partis en laissant beaucoup de matériel sur place, dont des voitures de la marque Cadillac. Elles seront d'ailleurs stockées au Champ de Mars, et les modèles, je crois que c'était des torpédos. Kemener, avec sa position d'homme politique, il a accès à ces véhicules, il a trouvé un tuyau en fait pour les vendre en URSS. Mais pour ne pas que son nom y remonte, il a besoin d'un homme de paille, de quelqu'un pour remplir les courriers, envoyer les courriers, recevoir les courriers, et cet homme, ça sera Guillaume Seznec. Donc le 23 juin 1923, ils décidèrent d'aller vendre une première Cadillac, donc Cadillac qui appartenait à Seznec, mais aussi à Kemener, en fait, qu'il avait récupéré en gage par rapport à une propriété qu'il devait vendre à Seznec. Donc Seznec va partir de Morlaix pour aller récupérer Kemener qui lui se trouve à Rennes et repartir le lendemain sur Paris. Toujours est-il que la Cadillac est en très mauvais état et le voyage va devenir très vite infernal. Ça va être panne sur panne, des crevaisons, ils n'ont pas les bonnes pièces, enfin bref, l'horreur. Et c'est donc pendant ce voyage que Pierre Kemener va disparaître et qu'on n'aura plus jamais de nouvelles de lui. Il n'y aura pas de corps, ni d'armes du crime. Donc ils vont arriver à Dreux le 24 au soir et Seznec va expliquer que Kemener, agacé par la situation et toutes les pannes en fait, et surtout ne voulant pas rater son rendez-vous le lendemain matin boulevard Malesherbes à Paris pour vendre la voiture à un certain Charlie ou Sherdley, s'arrêta à Dreux pour prendre le train et aller directement à Paris en fait. Il laisse donc Kemener à Dreux et lui va expliquer qu'en fait il va faire demi-tour pour rentrer à Morlaix pour aller faire réparer la voiture. Le problème qui va se poser, c'est que Kemener n'a jamais pris le train à Dreux, ni ailleurs d'ailleurs. 8 témoins diront par la suite se souvenir avoir vu une Cadillac noire, non pas à Dreux, mais à Houdan, donc à quelques kilomètres de là, avec 2 hommes à bord, faisant demi-tour près de la gare de Houdan et demandant leur route pour Paris. Mais Kemener ne serait jamais descendu de la voiture et n'aurait pas pris le train à Houdan. À partir de là, plus de traces de Pierre Kemener. Quelques jours après son retour, la famille de Kemener décide d'aller voir Seznec et ils vont aller ensemble à la police de Rennes pour déclarer la disparition. Peu de temps après, la famille recevra un télégramme envoyé du Havre et signé Kemener demandant de ne pas s'inquiéter et qu'il serait de retour d'ici quelques jours. Le 13 juin, on va découvrir une valise à la gare du Havre appartenant à Kemener avec des vêtements tachés de sang et un exemplaire de la promesse de vente d'une des propriétés de Kemener faite à Seznec. Et c'est là que tout va se gâter pour Seznec. En effet, le prix indiqué sur la promesse de vente de cette maison est si bas, 35 000 francs pour un bien qui en vaut minimum entre 100 et 150 000, que ça va donner un mobile pour le crime. Seznec, lui, affirmera qu'il y avait bien un dessous de table en dollars or et que donc il se serait arrangé au préalable. Mais ça ne va pas convaincre les enquêteurs. Pour ne rien arranger, certains témoins vont affirmer avoir vu Seznec le 3 juin au Havre acheter la fameuse machine à écrire sur laquelle aurait été tapée la promesse de vente et qui sera retrouvée chez Seznec, cachée dans un appentis lors d'une perquisition. À partir de là, il est mis en examen. Donc il sera placé en détention à la prison de Morlaix, mais ce qui va pas jouer en sa faveur, c'est qu'il va essayer de se suicider, de soudoyer des témoins et de s'échapper. On va vous transférer à la prison de Morlaix. À partir de maintenant, vous êtes entre les mains de la justice. Vous verrez que vous allez nous regretter. Au moins, j'aurai un avocat. Certes, mais j'aime mieux être à ma place qu'à la sienne. À très bientôt, monsieur Seznec. En cour d'assises. Je suis innocent. Je suis innocent, vous entendez? Tout l'accable, mais il nie tout en bloc, même devant l'évidence parfois. C'est donc ici, au Palais de Justice de Quimper, le 24 octobre 1924, que s'ouvrira le procès qui semble couru d'avance. Donc il risque la peine de mort, mais il va y échapper de justesse grâce à un juré qui émettra un doute quant à la préméditation et qui soulèverait une autre théorie sur le mobile. Il sera finalement reconnu coupable de faux en écriture privée, du meurtre de Pierre Kemener et sera condamné au bagne à perpétuité. Accusé, levez-vous. Au nom du peuple français, l'accusé ayant été reconnu coupable d'assassinat sans guet-apens et sans préméditation, de faux en écriture et d'usage de faux, la Cour condamne Seznec Joseph-Marie Guillaume aux travaux forcés à perpétuité. L'audience est levée. Il va y survivre 24 ans, alors qu'il est déjà âgé, mais il n'aura de cesse de clamer son innocence.
Après la Seconde Guerre mondiale, le bagne, c'est fini. Donc, comme beaucoup d'autres, il bénéficiera d'un allègement de peine et sera libéré en 1947, contrairement à des idées reçues qui disent qu'il aurait été gracié. Quelques années après, il se fera écraser par une camionnette qui, selon un témoin, semble l'avoir visé. Donc l'histoire aurait pu se terminer là, mais sa fille Jeanne, qui entre-temps assassinera son mari qui était un témoin à décharge de l'affaire, continuera le combat de la réhabilitation jusqu'à sa mort, ainsi que son petit-fils Denis Seznec, qui écrira plusieurs livres et donnera plusieurs conférences sur l'affaire. Alors pour vous, il est coupable ou innocent ? Donc voilà pour les grandes lignes, mais vous imaginez bien que si on parle encore de l'affaire aujourd'hui, c'est qu'il y a un tas de zones d'ombre dans cette histoire et je vais essayer d'en faire le tour avec vous. Premièrement, on n'a jamais retrouvé de corps ni d'armes du crime, donc on serait plutôt sur une affaire de disparition inquiétante. Donc ce qui va faire partir l'histoire en assassinat et meurtre sont en fait les promesses de vente ainsi que le télégramme qui seraient des faux, donc tapés avec cette fameuse machine à écrire qu'on a retrouvée chez Seznec. Seulement lui dit ne pas savoir s'en servir. Donc ça aurait été intéressant de savoir s'ils l'ont fait tester la machine à écrire ou pas. Pareil, la femme de Seznec, donc Marie-Jeanne, dit qu'en fait ça serait les enquêteurs qui auraient déposé cette machine à écrire chez eux, qui l'auraient caché chez eux, donc, quand elle n'était pas là. Ensuite, on n'est pas vraiment sûr au final qu'ils aient participé à un trafic de Cadillac. En tout cas, ça aurait été la seule qu'ils auraient vendue du coup. De plus, le fameux contact Charlie ou Sherdley, il n'a jamais été identifié. Cependant, il y a quelques années, donc c'est pas très loin, il y a un brocanteur qui s'est intéressé donc d'abord au trafic de Cadillac de l'époque, puis à l'affaire, et il aurait retrouvé la trace d'un certain Gerdy, je crois, donc qui serait pas ni russe ni américain, mais qui serait algérien, je crois, et qui aurait effectivement participé ou trempé dans le trafic de Cadillac à cette époque-là. Donc voilà, ça aurait été aussi intéressant de creuser cette piste-là, mais bon. Donc pendant sa mise en examen, Seznec dit avoir déposé Kemener à Dreux, puis va changer de version le lendemain pour dire je l'ai déposé à Oudan, c'était plus à Dreux, c'était à Oudan. C'est un peu spécial. Pareil, pendant la mise en examen, il va aussi essayer de soudoyer de faux témoins pour se trouver un alibi. Donc ça va vraiment pas l'aider, vraiment pas. Il y a aussi les témoins qui disent donc avoir vu Seznec au Havre le 3 et le 13 juin. Seulement lui dit ne jamais être allé au Havre en fait. Il dira que le 3 juin il se trouvait à Saint-Brieuc, qu'il a pris un hôtel, mais il dit ne pas se souvenir du nom de l'hôtel. Et c'est surtout qu'à l'époque, on remplissait des fiches dans les hôtels, et il n'y a jamais eu de fiche en fait, on n'a jamais retrouvé de fiche au nom de Seznec le 3 juin. Donc ça aussi c'est un peu spécial. Le 13 aussi, je crois qu'il dit qu'il était ailleurs, et il n'y a pas de trace quoi. Je me demande encore aussi pourquoi avoir fait demi-tour à Dreux, refaire 500 km pour repartir à Morlaix, alors qu'il était prévu qu'il aille vendre la voiture le lendemain, et que Dreux ou Oudan, ça doit se situer à peu près à une centaine de kilomètres de Paris. Donc lui, il va dire que en fait que les garagistes de Paris en fait sont des charlatans. Donc lui, ayant des contacts à Morlaix, et puis il a un garagiste sous la main en gros, il s'est dit je vais plutôt aller la faire réparer à Morlaix, et puis voilà, ça me coûtera moins cher. Mais je trouve ça à moitié fou quoi. C'est-à-dire t'es à 100 km. Tu dois la vendre le lendemain, et puis même s'il a déposé Kemener à Dreux pour le rejoindre le lendemain, donc en gros il lui a mis un gros lapin, enfin j'ai du mal à comprendre ça en fait. Pareil, il n'y a jamais eu de train pour Paris au départ de Dreux ou de Oudan à l'heure à laquelle Seznec dit avoir déposé Kemener. Alors il y a un inspecteur aussi qui s'occupait de l'affaire, donc il y avait le commissaire et l'inspecteur qui faisait des investigations, et il y avait il y avait plusieurs inspecteurs j'imagine, mais il y avait un des inspecteurs qui s'appelle l'inspecteur Bonny. Ce Bonny là, il a une vie assez spéciale. En gros il aurait collaboré en fait pendant la Seconde Guerre mondiale avec les Allemands, et bref il se serait fait fusiller. Après ça, des gens du coup auraient repris l'histoire et aurait laissé sous-entendre que Bonny du coup aurait tout fait
pour trouver des éléments à charge contre Seznec, et voilà. Tout ça parce qu'il a eu une vie un peu spéciale après, quoi. Mais si vous voulez, il y a des historiens qui ont fait des recherches. Il n'aurait pas tant participé que ça à l'affaire. Et en plus de ça, c'était un très jeune inspecteur. Donc voilà, il n'était pas dans l'état d'esprit dans lequel il a été plus tard, en fait. Donc vous avez vu, il y a pas mal de zones d'ombre, hein, j'en ai plein, là je vous les donne en vrac comme ça. Il y a aussi des témoins qui disent avoir entendu des coups de feu dans la propriété de Kemener quelques jours après sa disparition. Donc il y a des témoins aussi qui disent avoir vu Pierre Kemener à Paris quelques jours après leur départ de Bretagne. Voilà, seulement ces témoins, ils vont pas être pris au sérieux, et voilà, ça sera écarté. Alors, il y a des gens qui disent aussi qu'il aurait pu partir, alors soit refaire sa vie en Amérique, soit en URSS, pareil, on n'a pas de preuve de ça. Alors, il y a une autre version en fait qui serait toujours restée dans la famille. Donc ça, c'est pareil, c'est à prendre avec des pincettes. Donc petit Guillaume, le fils de Seznec, aurait raconté donc à ses enfants ce souvenir d'avoir vu le corps de Kemener dans la maison familiale, donc gisant dans le salon de la maison familiale, et que ses parents auraient fait disparaître. Dans cette version, Kemener n'aurait pas pris le train pour Paris, mais il serait en réalité retourné à Morlaix pour aller faire des avances à Marie-Jeanne, donc la femme de Seznec, qui se serait défendue et aurait donc tué Kemener. Quelques heures plus tard, Seznec, de retour à la maison, découvrant le corps en fait, il aurait donc aidé sa femme à faire disparaître le corps. Et voilà. D'ailleurs, il y a des gens dans la ville de Morlaix qui se souviennent qu'après le retour de Guillaume Seznec, il aurait allumé un feu. Alors dans je sais pas, c'est une sorte de machine en fait où on brûlait des choses en fait. Donc il aurait fait un feu et que les odeurs, les odeurs étaient assez fortes, donc peut-être il aurait brûlé le corps de Kemener tout simplement. Donc ça pourrait être plausible, hein, cette version pourrait être plausible, mais en vérité il n'y a aucun élément qui permette de valider cette version à part le témoignage donc des enfants de Petit Guillaume. D'ailleurs, entre petits-enfants, ils sont pas tous d'accord en fait avec cette version. Alors, dernier rebondissement dans l'affaire, en 2018, un groupe d'indépendants suivant la piste de Petit Guillaume et Gabrielle Dauphine, donc Gabrielle Dauphine c'était une petite fille à l'époque qui dit avoir été témoin du meurtre, donc ont réussi à aller faire des fouilles dans l'ancienne maison des Seznec, à Morlaix, dans une sorte de cellier, où ils ont fait venir un tractopelle et ils y ont découvert des os. Malheureusement, après analyse, on s'est aperçu que c'était des os de bovins. Donc voilà pour l'affaire Seznec. J'espère que j'ai été assez clair, que vous avez réussi à comprendre un peu l'histoire, hein. C'est une vidéo qui m'a demandé un petit peu de temps, un petit peu de boulot, donc j'espère qu'elle vous plaira surtout. Je vous mettrai dans la description plein de liens, toutes mes sources, tout ça. Je suis tombé sur un truc qui était pas mal. C'était des élèves d'un lycée qui refaisaient un peu, qu'on refait le procès, qu'on rejouait le procès, donc ça je vous mettrai ça aussi en description. Donc voilà, c'était assez gueudin, là ça fait quelques jours que je suis dessus, donc ça prend la tête, et à vrai dire ça rend fou. C'est-à-dire que si cette histoire elle dure depuis près de 100 ans, c'est ça, on arrive bientôt à 100 ans là, c'est que ça a rendu fou les gens. Voilà, ça a rendu fou les gens. Alors ce qu'il faut savoir par contre, c'est que à l'époque, au moment du procès, il n'y a aucun journaliste, personne qui n'a remis en question le travail des enquêteurs. Voilà, ce n'est que bien plus tard que des gens en fait ont commencé à se poser des questions sur la culpabilité de Guillaume Seznec, et qu'on fait remonter quelques éléments. Il y a aussi la famille, surtout donc la femme de Guillaume Seznec, Marie-Jeanne, Jeanne et par la suite Denis, qui n'ont jamais lâché, voilà, qui n'ont jamais lâché. Et il y a aussi, je pense, ce sentiment de, du breton qui a été accusé à tort par la justice parisienne. Voilà, à l'époque, faut savoir que c'était vachement comme ça, hein. Et du coup, je pense que ça a dû aussi, voilà, alimenter des théories et faire ressurgir des trucs qui n'auraient peut-être
pas dû voilà, être soulevé et voilà. Donc à vous de vous faire votre avis. Je vous conseille voilà, d'aller regarder des choses sur cette histoire. Il y a eu un film aussi qui est sorti en 92, voilà, de l'affaire Seznec tout simplement. C'est disponible, le film est disponible sur YouTube, donc vous pouvez aller voir ça. Et quoi dire d'autre, à part merci de m'avoir regardé, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Vous pouvez me mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner si c'est pas fait, vous activez la cloche pour être au courant des prochains contenus qui arrivent, vous pouvez commenter la vidéo, vous pouvez partager la vidéo aussi, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.